oui, clairement, pour moi, on n'est pas dans une situation où la démocratie est respectée. J'en profite pour tout de suite mettre à l'aise ceux qui s'opposent, enfin, le nucléaire, au lien ou je sais pas quoi. On n'a pas le choix. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. On voit aujourd'hui que la jeunesse, elle vote massivement, soit très à gauche, aussi, beaucoup, très à droite. Comme s'il n'y avait plus de juste milieu. Cette polarisation de la vie politique, elle n'est pas venue par hasard. Elle a été voulue par certains. À mon avis, aujourd'hui, se brûlent avec le feu qu'ils ont allumé. Je vais me faire l'avocat du diable. Aujourd'hui, les gens, ils veulent du Trumpisme. Ils veulent de l'extrême. Ils veulent quelque chose qui pétille, tu vois, qui soit tranché dans les prises de position. La sobriété, ça emmerde les Français. L'immigration climatique, ce sont des sujets qui emmerdent les Français. J'ai pas l'impression de me battre sur le même axe que eux. Ils se battent sur un axe gauche-droite. Moi, je me bats sur un axe avenir de l'humanité ou grosse crise planétaire. Ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite. Bienvenue à tous dans Planète Ingé, la première émission qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias. Je suis Mathieu Poulain et chaque semaine j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro un ingénieur au parcours exceptionnel pour nous partager son expertise et sa vision et vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux. Préparez-vous à découvrir les coulisses de l'ingénierie qui façonne le monde d'aujourd'hui et de demain. Installez-vous confortablement car sur Planète Ingé, l'avenir commence maintenant. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingénieur. Aujourd'hui, je reçois Jean d'Ambreville. Jean, bonjour, comment vas-tu ? Très bien. Comment ça va, Mathieu ? Eh bien, écoute, ça va, Jean, je suis ravi de te recevoir. Jean, tu es le délégué général ingénieur et scientifique de France, si je ne me trompe pas. Et tu es aussi candidat pour la circonscription du Val-de-Marne pour un parti qui s'appelle Equinox. Tout à fait. Alors, bien entendu, je m'exprime au nom d'Equinox et non pas au nom des ingénieurs et scientifiques de France ce soir. D'accord, tu t'es pris dans ton nom personnel, on va Tout à dire. fait. Bah alors, ça va être super parce que Jean, on se connaît depuis un an maintenant, on était rentré en contact puisque les valeurs que porte l'émission sont un petit peu aussi les valeurs que toi tu portes à travers ton engagement associatif et ton engagement peut-être aussi politique aujourd'hui. Alors c'est pareil, moi je dis pas que Planète Ingénieur, l'émission aujourd'hui, est associée de quelque façon que ce soit à Equinox, comme on a fait un épisode avec un invité du Parti Pirate et on refera peut-être des épisodes avec d'autres partis, d'autres ingénieurs engagés en politique dans d'autres partis. Voilà, donc l'épisode est surtout ici pour vous informer et pour donner la parole une fois de plus à quelqu'un qui s'engage en politique à 54 ans. C'est ça, hein, Jean, tu as 54 ans si Tout je me à trompe pas ? fait, 54 ans. Et pour moi, c'était très important de pouvoir m'engager dans un parti qui prône le renouveau démocratique. Je le disais encore récemment, il y a des gens qui sont candidats aujourd'hui qui l'étaient déjà quand moi, j'avais même pas encore le droit de vote. Donc, il est important pour moi de changer les choses, de donner la place à un certain nombre de nouvelles voix, de nouveaux partis, de personnes qui s'expriment différemment. Et pour moi, la parole des ingénieurs là-dedans est très importante. Alors, on enregistre cet épisode dans un contexte politique explosif. Est-ce que ça a précipité ton choix de t'engager en politique ? Eh bien, j'avais déjà eu quelques engagements politiques dans le passé, alors jamais en première ligne, puisque j'étais toujours en seconde ligne, si je puis dire, dans des partis tu parlais tout à l'heure du Parti Pirate, il se trouve que j'avais aussi un peu eu des engagements chez eux à une époque, mais c'est la première fois que je me présente réellement en mon nom, que je défends les valeurs d'Equinox directement sous ma bannière, parce que je trouve que ce parti regroupe énormément des valeurs que j'ai essayé de défendre par ailleurs et que je n'ai pas forcément retrouvé dans la longueur sur dans mes autres engagements politiques. Allons un petit peu dans l'actualité. Qu'est-ce que tu penses de cette situation actuelle ? Est-ce qu'elle est vraiment… Déjà, on parle de renouveau démocratique. Est-ce qu'on est dans une situation réellement démocratique quand on laisse 3 semaines au parti pour faire campagne, aux candidats pour faire campagne, et puis quand on essaye de nous attirer, nous électeurs, dans une polarisation du monde politique ? C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Clairement, cette polarisation, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Enfin, on est en France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans un système où on souhaite avoir deux partis qui se battent. Et quand je dis deux partis, deux directions de partis qui se battent pour des postes et qui laissent le choix aux électeurs entre deux situations dont ils veulent ni d'un côté ni de l'autre.
Donc oui, clairement pour moi, on n'est pas dans une situation où la démocratie est respectée. Le fait de donner la parole aux autres listes permet justement d'augmenter cette visibilité d'autres options qui ne sont pas celles qu'on nous impose par une campagne aussi courte. D'accord. C'est une question que j'avais posée à Yves Bréchet. Est-ce que toi, avec ton expérience, tu as vu la place de la science dans le monde politique chuter, décroître? Qu'est-ce qui explique que les élites techniques qui viennent de grandes écoles ont baissé les bras? Alors c'est un secret pour personne que les ingénieurs ont beaucoup de qualités, mais pas celle de s'exprimer au même niveau. Enfin, de la prise de parole publique n'est pas aussi facile pour un ingénieur que pour quelqu'un qui a fait ses études dans une école de management ou à Sciences Po ou à l'ENA. Voilà, donc c'est des gens qui ont appris à débattre, qui ont appris à parler de sujets qu'ils ne connaissent pas avec l'air très intelligent et avec la capacité de défendre des idées qui parfois sont même pas les leurs. Alors que chez les ingénieurs, on est très sûr, chez les ingénieurs, chez les scientifiques, hein, d'une manière générale, on est très sûr de ce que l'on avance parce que on l'a vérifié 15 fois, on a réfléchi à jusqu'où on pouvait le dire, quelles étaient les limites, quelle était la marge d'erreur, et du coup le discours n'est pas aussi percutant que quelqu'un qui ne fait que du discours sans fond. Et clairement, ça percole moins dans la société civile que quelqu'un qui dit je suis sûr de mes bêtises. Comment tu perçois, toi, justement, aujourd'hui, la position de la science dans la décision des politiques publiques? Je perçois qu'elle n'existe pas. En France, il y a très très peu de politiques qui sont issus du milieu scientifique, donc ils ont tendance à pas forcément comprendre ce que disent. C'est pas tellement qu'ils nous aiment pas, hein, mais c'est que bon, un scientifique, il est clair qu'il parle rarement avec une clarté de vulgarisation vis-à-vis de tout le monde qui donne envie de l'écouter. C'est les meilleurs scientifiques, c'est pas encore une fois les meilleurs défenseurs de leurs idées. Donc, donc les politiques, bah, ils comprennent pas ce qu'essaye de dire le politique. À côté de ça, ce que essaye de dire le scientifique. À côté de ça, ils ont déjà des lobbies qui sont bien préparés à le maniement de la langue et la capacité à convaincre sur des idées qui sont pas forcément, qui s'appuient sur rien au niveau du fond. Et la facilité intellectuelle et le peu de temps disponible qu'ils ont à consacrer à certains sujets bah, font qu'ils se dirigent automatiquement vers celui qui parle mieux que celui qui a du fond. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, mais je pense que tout ce qui est question de sujets scientifiques, on voit déjà la stratégie énergétique, etc. C'est un petit peu le cadet des soucis des gens, ou tout du moins le cadet des sujets qui sont traités aujourd'hui pendant cette campagne. Ça t'inquiète pas un petit peu, toi, quand même? J'ai fait un post à ce sujet dernièrement en disant que le programme de chaque pôle qu'on essaye de nous vendre d'un point de vue énergétique nous allait probablement nous mener à la catastrophe. Ouais, je repose la question, ça t'inquiète pas un petit peu, toi, qu'on mette tous ces sujets-là sous le tapis? Est-ce que c'est pas du tout le bon moment pour en parler? Je sais pas. Alors, malheureusement, je vais aller beaucoup plus loin que toi. C'est que, est-ce que tu es capable de voir dans la campagne qui est en cours, des sujets qui ne sont pas sous le tapis, de la part, des partis politiques actuels? Enfin, je veux dire, on a l'impression que le seul sujet qui les intéresse, c'est de conserver, leur poste à l'Assemblée ou, d'en gagner un, d'en perdre un, c'est quoi le sujet de la cam est-ce que tu as fait d'autres interviews avec d'autres personnes qui te parlent de propositions plutôt que de parler de est-ce qu'ils vont conserver ou pas leur siège, est-ce que telle ou telle force politique va mettre le chaos dans la France, est-ce que, enfin, je veux dire, c'est pas un programme pour moi. Nous, on a un programme clair: renforcer la prise de parole démocratique des citoyens, renforcer la possibilité pour les agriculteurs de vivre de leur métier. On a des points très très clairs sur le côté énergétique et le fait que la France a une force en ce qui concerne l'énergie nucléaire et on ne doit pas la brader et continuer à faire semblant que c'est quelque chose d'inutile. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour tout de suite mettre à l'aise ceux qui s'opposent, enfin certains partis qui opposent le nucléaire à l'éolien, au photovoltaïque, à l'hydrolien ou je sais pas quoi. On n'a pas le choix. C'est pas l'un
ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Vu les besoins en énergie qu'a la société aujourd'hui, on va avoir besoin et de nucléaire, et de photovoltaïque, et d'éolien, et d'hydroélectricité, et il faut arrêter d'opposer ces énergies. Deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, j'ai envie de dire, vous êtes un parti qui voudrait embarquer la jeunesse dans un nouveau projet politique. On voit aujourd'hui que la jeunesse, elle vote massivement, soit très à gauche, aussi beaucoup, très à droite. Comme s'il n'y avait plus de juste milieu, comme s'il y avait une désaffection totale à la fois pour la modération, mais aussi peut-être parce que les programmes des extrêmes proposent des réponses simplistes à des sujets plutôt complexes. Quel est ton point de vue là-dessus, justement, et comment Equinox peut apporter justement cette nouvelle façon de parler des choses? Alors, déjà, cette polarisation de la vie politique, elle n'est pas venue par hasard. Elle a été voulue par certains. À mon avis, aujourd'hui, se brûle avec le feu qu'ils ont allumé. Et puis, elle vient aussi d'une certaine paresse journalistique qui sont toujours à essayer, même moi, hein, sur la campagne, on essaye toujours de nous positionner sur un axe gauche-droite. J'ai envie de dire à tous ces gens, mais prenez un peu de hauteur, quoi. C'est la gauche et la droite, c'est une vision un petit peu dépassée de la manière dont les opinions se répandent aujourd'hui dans la société. On a certains partis qui prônent le populisme et l'isolationnisme, et on les qualifie d'extrême droite. Je suis désolé, le populisme. Enfin, moi, j'ai envie de dire que il faut se battre sur leur terrain. Enfin, faut se battre avec ce à quoi on s'oppose. Ce à quoi on s'oppose, c'est un isolationnisme de la France, un côté où, comme si les Français étaient en dehors de l'humanité. Il y a des gens qui se battent pour l'avenir de l'humanité, et je serai toujours du côté de cela, avant de me dire qu'il faut se battre sur des points d'isolationnisme et de protectionnisme de bas étage. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas là un vrai problème. Et justement, parce que les autres partis ne répondent pas aux vrais soucis, parce que les autres partis ont décidé de ne pas s'attaquer au sujet de l'immigration, et qu'est-ce que c'est qu'une immigration choisie, qu'est-ce que c'est pourquoi certaines personnes viennent chez nous plus par fuite de ce qui se passe dans leur pays que de terrible envie de venir en France. Dans les propositions d'Equinox, il y a notamment la création du statut de réfugié climatique. C'est quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir davantage plutôt que de se battre sur qui fait quoi dans les Alors, banlieues. Ok, très bon point. Je vais me faire l'avocat du diable. Aujourd'hui, les gens, ils veulent du Trumpisme. Ils veulent de l'extrême. Ils veulent quelque chose qui pétille, tu vois, qui soit tranché dans les prises de position. La sobriété, ça emmerde les Français. L'immigration climatique, ce sont des sujets qui emmerdent les Français. Aujourd'hui, les Français, ils ont un sentiment, je crois, je dis pas que je partage ce point de vue. Je dis juste que moi, mon diagnostic des votes des dernières européennes, c'est qu'il y a un sentiment de déclassement, il y a une perte de pouvoir d'achat. Les gens rendent responsables en partie aussi ces politiques de transition écologique qui semblent leur imposer des choses. Tu vois où je veux en venir? Est-ce que se positionner sur un programme sensé, sur un programme humaniste, sur un programme, on va dire, construit sur des choses raisonnables, est-ce que c'est pas aller droit dans le mur? Est-ce que finalement, en n'offrant pas aux gens ce qu'ils veulent, aujourd'hui, vous prenez le risque d'être inaudible? Eh bien, j'ose espérer qu'il y a encore suffisamment de gens qui sont capables de réfléchir en France, suffisamment de gens qui voient à quel point ils ont été pris dans un piège parce que c'est un piège qui a été construit. Hein. Encore une fois, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on n'a pas eu de campagne, qu'on n'a pas eu le choix et qu'on est obligé de se positionner d'un côté ou de l'autre. C'est pas quelque chose qui est arrivé au hasard. C'est quelque chose qui a été construit par certains, et il faut absolument y mettre le haut là le plus tôt possible. Il faut profiter d'élections telles que celles que l'on a aujourd'hui, donc les législatives, où il y a un premier tour et un deuxième tour, pour montrer à tous ceux qui veulent nous enfermer dans un bipartisme qu'il y a d'autres solutions, d'autres voies possibles. Et
En plus, tous ceux que j'entends dire oui, mais vous prenez le risque de porter telle ou telle formation au pouvoir. Il y a deux tours. Il y a deux tours. Ah, c'est les élections législatives. C'est quasiment un des rares intérêts de ce mode de scrutin, de pouvoir exprimer une opinion au premier tour et éliminer ce dont on ne veut pas au deuxième tour. Donc profitons-en pour dire justement le refus du bipartisme Bah, tout et à fait. l'envie de faire autre chose. J'ai pas l'impression de me battre sur le même axe que eux, ils se battent sur un axe gauche-droite. Moi, je me bats sur un axe avenir de l'humanité ou grosse crise planétaire. Très, Ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite. Voilà. Très intéressant. Et d'ailleurs, ce que je trouve, c'est très bien, c'est très juste ce que tu dis, et c'est très intéressant. Ça offre une nouvelle perspective aussi à la jeunesse. Et c'est justement mon point. Ce que j'ai trouvé génial, moi, quand je me suis renseigné un petit peu sur Equinox en préparant cette émission, c'est qu'elle semble attirer quand même une grosse proportion de jeunes entre 20 et 30 ans, justement, par rapport à ce discours qui change un petit peu de la soupe qu'on leur sert habituellement dans les médias. Comment toi tu penses, Jean, tu avais l'air d'être un petit peu un des plus anciens qui participent à cette aventure. Tu avais l'air même un peu seul là-dedans. Comment tu penses pouvoir apporter justement un peu de ton expérience, et est-ce que justement tu sens que la jeunesse qui participe à Equinox est réceptive à une parole d'anciens, ou tu penses qu'ils ont besoin de construire leur chemin tout seuls Alors, de toute façon, bon, il est clair que je ne fais pas partie des plus jeunes d'Equinox. Heureusement, je ne suis pas tout seul. On a échangé avec quelques autres qui, comme moi, se sentent un petit peu plus vieux. Mais je trouve que c'est sain qu'à 54 ans, je me sente un petit peu vieux. Quand je vois les autres partis où pour commencer à être candidat, il faut avoir 70 ans, je trouve que ça reste encore raisonnable. Il se trouve que bon, là, dans ces élections qui ont été organisées vraiment très très vite, il a fallu prendre des candidats qui étaient prêts à monter au créneau et que j'ai tout de suite répondu présent. J'ai personnellement un track record et tu le connais puisque par ailleurs d'avoir souvent pris le pouvoir avec des jeunes derrière moi et avoir donné le pouvoir aux jeunes après, parce que pour moi, il est très important justement que cette jeunesse s'intéresse à la politique, prenne prennent des positions, se donnent comme objectif d'être aux responsabilités et se donnent comme objectif d'assumer ces responsabilités. Si vous avez comme perspective à 30 ans que on vous proposera d'être candidat quand vous aurez 70 ans, vous avez autre chose à faire dans la vie, vous votez pas, vous allez à la campagne, à la pêche ou en soirée les jours d'élection, et puis voilà quoi, parce que de toute façon ça vous concerne pas, c'est un truc. Mais si il y a possibilité que tout de suite on vous donne la parole, eh ben il faut y aller, il faut en profiter. Et encore une fois, moi j'ai déjà pris le pouvoir dans d'autres cercles qui n'étaient pas politiques au nom des jeunes, et j'ai pu leur passer le pouvoir après, et c'est pas la première fois que je mène ce type de combat. Ok, c'est super. Et du coup, je rebondis sur la question suivante. Quel conseil tu leur donnerais aujourd'hui? Parce que on sait très bien comment marche le monde. Si tu as entre 20 et 30 ans et que tu te positionnes en tant que candidat aux élections législatives, je pense que la vieille garde doit bien rigoler. On a toujours tendance un petit peu à moquer les jeunes générations. Donc, du coup, quel conseil tu leur donnerais, toi, pour percer aujourd'hui dans le monde politique? Il va falloir vous retrousser les manches. Et voilà la stratégie que moi, Jean, j'emploierais à votre place pour assumer votre jeunesse, mais aussi devenir quand même une voix crédible dans ce qui se prépare. Alors d'abord, que la vieille garde se moque de vous, vous en fichez. C'est mon premier conseil. Et puis, quand vous regardez les quelques leaders qui ont mené le combat aux élections, aux dernières élections européennes, par exemple, on peut pas dire que ce soit les plus vieux qui ont eu le plus de succès. Donc, et il y a certains partis qui justement ont décidé de mettre des jeunes au pouvoir et qui en tirent tous les bénéfices. Donc, surtout le regard des générations d'avant. Si j'ai un conseil à vous donner, ne faites pas comme ma génération.
Ne faites pas comme ma génération, ne vous en préoccupez pas, allez tout de suite au combat et vous allez prendre des baffes, ça va être dur, mais on va y arriver. Toi qui est dirigeant d'une association d'ingénieurs et scientifiques de France, j'imagine que tu côtoies un certain nombre de personnalités, de grands patrons, d'ingénieurs avec une certaine expérience, voilà, tout un panel de personnes qui ont peut-être été trop silencieuses par le passé. Est-ce que tu sens une envie? Moi, je la vois pas pour l'instant, cette envie, en tout cas, elle se concrétise pas, de prendre la parole pour enfin dire: «OK, pareil sur le même sujet, ras-le-bol de la situation actuelle, nous, on pense que pour le bien de la France, on devrait être, sur cet axe-là. Voilà, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les grands patrons, les grands ingénieurs, on voudrait plus de Yves Bréchet, alors peut-être à moindre mesure, plus de Jean d'Ambreville. On voudrait plus de ces gens-là qui s'expriment dans les médias et qui cassent un peu le plafond de verre par rapport à tout ça. Alors d'abord, il y en a, et il y en a beaucoup plus, ce que tout le monde imagine. Sauf que pour des raisons professionnelles, pour des raisons, de difficultés, personnelles à la prise de parole, pour des difficultés, enfin pour plein de raisons, on les entend pas. Les ingénieurs, encore une fois, leur meilleure qualité, ce n'est pas la communication. Et c'est bête de le dire, mais les ingénieurs, voilà, ils aiment bien faire leur travail d'expert, ils aiment bien, ouais, mais prendre la parole, c'est pas leur truc. Après, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, moi, non seulement il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de ma tranche d'âge qui ont comme moi des enfants qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail et qui se rendent compte que leurs propres enfants sont en train de subir des choses que eux-mêmes ont subies des mêmes personnes. C'est-à-dire que une génération après, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir, c'est ceux qui s'apprêtent, les mêmes, à faire des difficultés à nos enfants. Et ce que l'on a accepté pour nous, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui ne l'accepteront pas pour leurs enfants. Et je suis sûr que beaucoup d'ingénieurs ou de dirigeants d'entreprise ou de gens qui ont subi la politique pendant toute leur vie vont se lever et prendre la parole, non plus pour eux, mais pour leurs enfants. Mais il y a urgence, non? Ce serait bien qu'ils se réveillent un petit peu, non? Et oui, il y a urgence. Moi, en tout cas, j'ai levé la main. Bah, c'est bien. Justement, par rapport à à ton background, par rapport aux valeurs que tu portes, quand je regarde un petit peu le manifeste d'Equinox, je les trouve quand même assez prudents sur l'utilisation des technologies pour résoudre et de la science pour résoudre les problèmes environnementaux. Ici, dans l'émission, on porte une parole. Alors parfois, je me fais traiter de technosolutionniste, ce que je prends moi personnellement pour un compliment. Donc allez-y, vous pouvez toujours le dire. Moi, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que on se rend compte en discutant avec beaucoup de professionnels que les technologies dont on aurait besoin pour accélérer un petit peu la transition écologique sont sur étagère. Donc voilà. Mais je reviens à ma question. J'ai trouvé la position d'Equinox assez prudente dans son discours sur l'utilisation de la science, l'utilisation des technologies, sa position dans un monde plus durable. Comment toi, tu vois les choses? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça, justement, cette position, et toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, encore une fois, il faut replacer tout dans son contexte. Aujourd'hui, il faut quand même avouer qu'il y a beaucoup de techniques et de technosolutionnisme, comme tu dis, qui sont utilisés à tort et à travers par des gens qui savent pas de quoi ils causent. Et enfin, c'est toujours, je reviens sur mon histoire de communication des ingénieurs. Hein, quand il y a un sujet un peu technique qui tombe dans l'actualité, on fait toujours venir sur le plateau du 20h quelqu'un en blouse blanche dans un labo un peu compliqué, et puis on dit c'est lui l'expert qui parle du sujet. Moi, je peux vous dire, mais alors, si vous voyez un mec en blouse blanche dans un labo qui est bien coiffé et qui vous dit je suis le scientifique qui connaît, c'est certainement pas le bon scientifique. Le bon scientifique qui a pas l'habitude de parler à la télé, il va arriver sur le plateau, il sera dans son costume de première communion, il va pas savoir comment tenir le micro, il va bafouiller sans arrêt. Et par contre, là, celui-là, écoutez-le, parce qu'il a forcément quelque chose à dire. Donc ça, c'était juste pour dire que ce qu'on appelle enfin,
Ce qu'on reproche aujourd'hui aux techno-solutionnistes, pour reprendre ton terme, c'est qu'on fait parler des gens qui parlent de la technique sans forcément savoir de quoi ils parlent. Après, concrètement, il y a un autre sujet. Le fondement de même d'Equinox, c'est de parler de la sobriété. Tu as dit tout à l'heure que la sobriété, ça emmerdait les Français, peut-être, mais on n'a pas le choix. On est dans un monde où il y a des choses dont on va devoir, sur lesquelles on va devoir lever le pied. Et moi, mon leitmotiv personnel sur le sujet, c'est que je suis prêt à à être sobre sur tout un tas de sujets techniques qui permettent d'économiser beaucoup de choses, et pour ne pas que l'on m'impose de la sobriété aux endroits où je n'en veux pas. C'est-à-dire que je veux continuer à pouvoir avoir accès à la santé, je veux continuer à pouvoir avoir accès à un certain nombre de techniques de communication telles que celle de cette interview. Oui, très clair. C'est pas facile. Tu te lances en politique, justement, un politicien. Comment, si on demande l'avis aux gens, j'imagine que malgré la prise de conscience de la situation générale, on entend autour de soi des gens qui disent oui, bon, le réchauffement climatique, moi j'ai bien compris que ça existait, mais quand même, bon, ça doit pas être si grave que ça. Si tu prends des mesures politiques, comment dire, restrictives ou qui imposent des choses, bah, on sent que tu vas pas emballer les foules. Enfin, je veux dire, voilà. Naïvement, toi qui te lances, comment tu ferais pour pousser ces sujets-là et expliquer aux gens justement la nécessité de changer des choses? Je pense que ça passe à travers énormément de pédagogie. Aujourd'hui, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Les gens disent ouais, le réchauffement climatique, ça doit pas être trop grave. Je pense que quand même, soyons honnêtes, il y a beaucoup de gens qui ont compris le problème. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à des solutions, et on est passé c'est pas forcément un problème au ok, c'est un problème, mais pourquoi moi et pourquoi pas les autres? C'est aujourd'hui le problème, il est plutôt là. La France n'est pas le premier producteur de CO2 dans le monde, loin de là. Et pourtant, on nous demande de faire des choses, bah, il faudrait peut-être demander aux autres de faire un effort avant nous. C'est plutôt ça le sujet. Et là-dessus, bah, j'en reviens à mes problématiques d'immigration et de contrôle des frontières. Là aussi, il faut être clair. C'est-à-dire que il y a des pays où on est capable de produire beaucoup moins cher en France avec un bilan carbone beaucoup plus élevé. Là-dessus, Equinox est fort et a une position forte, c'est qu'il faut il faut mettre en concurrence ce qui est à mettre en concurrence. C'est-à-dire qu'il faut des barrières douanières aux produits qui sont fortement carbonés. Il faut mettre des barrières douanières et là-dessus, c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place. Mais en tout cas, si on se donne comme objectif de faire ça, on trouvera certainement une solution. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde que c'est un objectif. L'objectif, c'est de mettre en concurrence ce qui est à mettre en concurrence, c'est-à-dire que les produits qui sont carbonés, qui viennent de l'étranger, il faut les taxer pour leur niveau de carbone. En ton fort intérieur, donne-nous des technologies dont on aurait vraiment besoin et qui peut-être font débat chez Equinox. Tu vois, comment tu te positionnes toi avec ton expérience? Est-ce que tu dois un petit peu bousculer leur position sur certaines choses, ou qu'est-ce que tu voudrais passer comme message justement aux auditeurs qui nous écoutent en dehors du fait d'Equinox? Toi, en termes de techno, dire bah, ça les gars, dans les médias on n'en parle pas, mais on en aurait vraiment besoin. Il faudrait peut-être arrêter de tourner autour du pot. Enfin, voilà, donne-nous des exemples. Alors, Ouais, donne-nous un exemple de sujets sur lesquels tu as dû déjà te rendre compte que tu devais batailler un petit peu pour exposer ton point de vue en interne d'Equinox, et puis passer quelques messages au grand public. Là, en profitons-en pour dire, les gars, arrêtez Alors, de vous prendre. tu te doutes bien que je vais pas exposer ici au grand public, même si tu en as envie, les quelques petits débats qui peut y avoir à Equinox. Moi, clairement, je suis en ligne avec tout ce qui est dit dans le programme Equinox. Il y a des points sur lesquels je suis plus en ligne que d'autres, forcément, mais c'est le cas dans toutes les formations politiques. Notre formation politique, elle a un mode de fonctionnement qui fait que à chaque fois un problème se pose, on agit en scientifique, c'est-à-dire qu'on réunit les données. Première étape, on réunit les données, on cherche à comprendre tout ce qu'on peut savoir sur le sujet. C'est la phase d'analyse.
Après, on a une deuxième étape où on essaye d'imaginer ce que l'on voudrait comme solution, ce que l'on aimerait, le futur idéal. Et donc là, brainstorming, hein, vers où on veut aller. Et puis troisième étape, toujours en bon scientifique, comment on fait pour aller du point A au point B, et on met en place une trajectoire. Et chacune des mesures que vous trouvez dans le programme d'Equinox, chacune des mesures, chacun des choix d'Equinox a suivi ces trois étapes. C'est quelque chose de très. Quand je dis chacune des mesures, mais ça va même au-delà de ça. Chacun des choix d'Equinox est passé par là, y compris le choix de présenter des candidats à ces élections législatives. On a réfléchi, on a vu qu'est-ce qu'on voulait avoir. Et puis, dernière chose dont on n'a pas encore parlé dans le renouveau démocratique, mais j'aimerais bien qu'on en dise quand même un mot, c'est aussi sur le mode de scrutin. Une des idées fortes d'Equinox, c'est de promouvoir le jugement majoritaire. Alors, c'est quelque chose que tous les Français ne connaissent pas forcément, mais qui a commencé à être utilisé il y a déjà une dizaine d'années de ça. Enfin, déjà en 2017, il y avait une organisation politique qui s'appelait la primaire.org, si je ne dis pas de bêtises, qui faisait qui avait ce fonctionnement-là. Ça permet justement d'éviter les situations que l'on connaît aujourd'hui dans les jugements, dans les votes où on est obligé de choisir entre Monsieur X et Madame Y. Le jugement majoritaire, ça permet de voter pour chacun des candidats en leur donnant le niveau de confiance que l'on a dans ce candidat. C'est-à-dire c'est quelqu'un pour lequel on est très très pour, ou c'est quelqu'un qui est acceptable, ou c'est quelqu'un dont on ne veut absolument pas. Et du coup, je ne vais pas vous démontrer le jugement majoritaire, vous irez chercher sur Google et très bien trouver comment ça marche, mais en gros, ça permet d'exprimer une vraie opinion sur chacun des candidats, et ça sert à rien de voter pour quelqu'un contre un autre en espérant baisser la note de l'autre, puisque de toute façon, on doit s'exprimer sur chacune des personnes, et c'est pas celui qui a obtenu la meilleure note qui gagne, c'est celui qui a eu la majorité des meilleures notes. C'est un petit peu différent. Donc voilà, ça fait partie des façons dont on fonctionne à Equinox. C'est un sujet sur lequel moi personnellement je me bats depuis plusieurs années, même au sein des autres formations dans lesquelles j'ai été. Et c'est important de retrouver ici cet esprit vraiment de refondement de la démocratie. Mais par exemple, si je prends je sais plus je crois que c'était le Shift qui nous avait sorti à la dernière élection présidentielle, qui avait classé les partis politiques et leurs programmes en fonction de leur bonne note environnementale. Il nous avait classé la NUPES en premier, alors que la NUPES voulait sortir du nucléaire. Enfin, tu vois, c'était quand même gonflé de faire ça. Donc, tu vois, ce système de jugement, est-ce qu'il n'est pas un peu biaisé? Enfin, je sais pas, c'est un. Bah, il t'a pas échappé que je suis pas sous l'étiquette de la NUPES. Non, mais non, c'est pas ce que je veux te dire. C'est-à-dire que, tu vois, je peux être le Shift et sortir du chapeau un classement sur un sujet particulier et puis dire lui c'est le meilleur. Les gens regardent. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de jeunes qui ont regardé ce classement. Ils ont dit ah bah ok, l'environnement c'est important. Le Shift classe la NUPES premier. Allons-y, votons pour la NUPES. Mais pour moi c'était complètement biaisé. Enfin, Écoute, alors je sais pas quels sont les critères qu'ils ont pris pour juger. oui, j'ai tiré le gros, j'ai Voilà, tiré le donc trait, je mais. sais pas qu'est-ce qui a amené à cette note, mais il serait intéressant aussi de savoir. Clairement, hein, Equinox, moi je défends pleinement le fait de s'appuyer sur l'énergie nucléaire, qui, à mon sens, est une des énergies les plus propres qu'il y a aujourd'hui, et une des seules manières de pouvoir à court terme éviter une catastrophe environnementale. Mais premièrement, ça va pas suffire, et deuxièmement, il faut pas qu'après avoir été gavé au pétrole pendant plus d'un siècle, on se mette à se gaver de nucléaire dans le siècle à venir. Parce que le problème, quand même, c'est pas. Je parle à un ingénieur, donc je vais pouvoir. Il y a quand même un petit sujet d'entropie. Toute l'énergie qu'on consomme, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, et ben forcément, elle est consommée quelque part, quoi. Donc, on peut pas la rattraper cette énergie-là. Donc chaque calorie utilisée quelque part, qu'elle soit du nucléaire, qu'elle soit du fossile ou de je ne sais trop quoi d'autre, elle vient bien de quelque part, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Alors, c'est une phrase typique d'ingénieur, les gens qui nous écoutent rigoleront et ils vont se dire: «Putain, il parle encore de nucléaire Mathieu, il est insupportable». C'était pas fait exprès là, c'était juste pour donner un exemple. Si je te passe sur le gris rapidement, OGM, pas OGM? Alors, je vais pas répondre à cette question parce que c'est clair que c'est un point qui n'a pas été discuté, en tout cas avec moi, OK. à Equinox. Pesticide, pas pesticide? Alors là, c'est clairement pas pesticide. Mégabassine, pas mégabassine? Alors là, je vais aller plus loin. Je peux pas être expert de tout, comme dirait tout bon ingénieur. Et sur ce sujet-là, j'ai même pas très bien compris les arguments des uns et des autres. Donc Oui, la c'est vrai. position d'Equinox n'est pas encore tranchée, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Moi, je dirais plutôt à titre personnel, pas Megabastille. Bon, le but c'était pas de faire une liste, c'était juste pour te passer sur deux trois thèmes qui me sont venus comme ça à l'esprit. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jean. Le temps passe à une vitesse. Ce que je voudrais que tu nous donnes, c'est toi, demain, admettons, tu es élu, tu arrives à l'Assemblée nationale. C'est quoi tes engagements prioritaires, tes mesures concrètes prioritaires que tu souhaiterais mettre en place le plus vite possible? Et puis donne-nous des exemples très rapides, ou enfin des points très rapides. Et puis après, on arrivera déjà à la conclusion de cet épisode. Alors moi, déjà, premier point, je voudrais tout faire pour faciliter, mettre en place une politique qui permette à des acteurs de la vie, enfin de la vie économique, des gens venus des entreprises, des gens qui ont une expérience professionnelle, de s'engager plus facilement dans la politique. Voilà, tout le monde, on a parlé tout à l'heure de la difficulté pour les grands patrons, les ceci, les cela, les gens qui ont un contrat privé de rentrer dans la vie publique. Si on veut un renouveau démocratique, il faut absolument faire en sorte que ces gens-là puissent prendre la parole et puissent s'exprimer, puissent débattre, puissent être confrontés aux besoins enfin aux contraintes de la vie publique. Parce qu'il y a des contraintes dans la vie publique, ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est dans une professionnalisation du politique qui fait que les politiques sont complètement déconnectés de la réalité. Ça, c'est un point primordial pour moi. Bon, après, j'ai mes petites marottes personnelles, comme tout le monde, hein. Donc, je vous ai parlé du jugement majoritaire tout à l'heure. C'est clair que c'est un combat que je mènerai en termes de représentation de la voix du peuple auprès des élus. Et peut-être, si tu me donnes un dernier point, il y a la place de la science dans la société qui aujourd'hui n'est pas favorisée, parce que comme tu l'as dit, les journalistes, ils attendent des positions tranchées. Les journalistes, ce qu'ils vendent, c'est de la pub. Hein. Ils vendent pas une position politique. Donc, ce qu'ils veulent, c'est des débats bien tranchés à la télé, de manière à ce que tout le monde soit bien excité derrière son poste et qu'après, ils puissent vendre une page de pub. Et donc, ça ne facilite pas la prise de parole des gens modérés et des gens qui sont capables de réfléchir à un sujet dans le calme et la sérénité que réclame l'importance des sujets actuels. Tiens, d'ailleurs, donne-nous une mesure concrète peut-être du programme d'Equinox sur. On voit une chute du niveau scientifique et de l'engagement dans les filières scientifiques des jeunes dès le lycée. Je pense que, et en termes de main-d'œuvre, sans ramener l'être humain à de la simple main-d'œuvre, pour actionner la transition écologique, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de jeunes qui vont aller dans ces métiers, dans l'innovation, justement, et dans la science pour actionner tout ça. Quelle est la position, très rapidement, toujours est-ce qu'il y a des mesures concrètes que vous avez identifiées, des mesures fortes qu'on pourrait mettre en place tout de suite? Enfin, croire qu'il existe une mesure forte pour pouvoir révolutionner le système éducatif français avec un coup de baguette magique, je laisse ça à mes concurrents qui sont capables de vendre du rêve. Moi, je vends pas du rêve, je vends du concret. Il y a plein de petites mesures à ajouter les unes aux autres. Aujourd'hui, il y a un gros déficit d'enseignement mathématique et scientifique dès le plus jeune âge et qui va jusqu'au bac. On essaye de faire porter le chapeau aux différentes politiques gouvernementales, disant que comme si tous les vilains méchants de l'éducation nationale, ils ont voulu retirer des heures de maths et des heures de sciences à nos pauvres collégiens et lycéens. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de prof de maths et de prof de physique. Et donc, ils masquent le fait qu'ils n'arrivent pas à recruter en diminuant le nombre d'heures de cours de manière à répartir les profs disponibles sur plus de classes.
Donc là, clairement, il y a un gros effort à faire pour redonner envie aux profs de maths, de sciences, sciences nat, sciences physiques, de venir donner des cours, parce que comme c'est des expertises qu'il manque partout, ils sont beaucoup mieux payés dans le privé que dans l'éducation nationale, et malheureusement, voilà, il y a des choix personnels après qui jouent aussi, quelle que soit l'envie qu'ils ont de passer leur savoir. Il faudrait que l'éducation nationale soit capable de s'aligner sur le privé si on veut remonter le niveau de l'éducation nationale en sciences et en physique. C'est une discussion à tiroir. Si on commence à rentrer là-dedans, on va rentrer dans plein de sujets. Tu me réinviteras. Et je te réinviterai déjà, peut-être, pour parler d'autres trucs ou un autre membre d'Equinox. On pourrait faire une forme de débat. En tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est que tu nous as présenté un axe de débat, un axe de voir la politique et de voir ces sujets différents du seul clivage droite-gauche qu'on nous sert. Moi, ça m'a permis un petit peu de... C'était rafraîchissant, ça nous a sorti un petit peu de la campagne actuelle et je pense qu'on aurait aimé avoir un peu plus de débat autour de ces sujets-là. Moi, j'ai vu un genre... peut-être politicien 3.0, alors je ne sais pas si ça marchera, ne décide de ne pas vendre du rêve mais du concret. Dans l'histoire de la politique de l'humanité, ce serait intéressant de voir si ça a déjà marché un jour, mais, ou peut-être que tu mettras un peu plus de rêve dans ce que tu proposes dans des campagnes futures. En tout cas, moi je voudrais te souhaiter le plus de réussite possible. Évidemment, le message que tu portes converge énormément avec le message que porte l'émission. Donc ça, c'est mon mot de la fin à moi. Abonnez-vous à l'émission, partagez-la autour de vous. Et puis, comme d'habitude dans Planète Ingénieur, le mot de la fin revient à l'invité. Jean, tu as 1 minute pour toi pour conclure. Merci beaucoup en tout cas. Alors, je vais pas prendre 1 minute, hein. Je vais redire un message fort qui est important pour moi et qui porte totalement mon engagement. C'est que moi, aujourd'hui, j'ai des enfants qui rentrent dans leur vie d'adulte. Je veux absolument que mes actes à compter d'aujourd'hui fassent en sorte qu'ils ne subissent pas le monde que moi j'ai subi. Et tout mon engagement politique, personnel, professionnel est basé là-dessus. Et je pense que mon engagement à Equinox est vraiment de nature à être un point fort de ce combat. Merci Jean. En tout cas, on va essayer de sortir cet épisode le plus tôt possible la semaine prochaine. Vous aurez 1 semaine pour l'écouter avant le premier tour. Donc, on te souhaite le meilleur. Je donne rendez-vous aux auditeurs aussi les semaines suivantes pour des nouveaux épisodes et tout ça.